relèves bien après. Ouais. Si, il faut juste pas rester bloqué comme ça. Ah oui, Bienvenue Antoine. Merci, bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous. Alors Antoine, tu es un consultant, conférencier, expert à l'APM depuis un certain nombre d'années maintenant, On va pas dire, oui. avec un bon nombre de rencontres à ton actif. Et tu as également monté un cabinet, si je ne dis pas de bêtises, Exactement, une entreprise de conseil et de formation. dans les relations entre les collaborateurs et les managers. Exactement, notre domaine d'expertise, c'est vraiment l'ensemble des mécanismes qui régissent les relations humaines. Et donc, notre mission, en gros, c'est, on va dire, au travers de cette relation humaine, qu'elle soit managériale, commerciale, que ce soit une relation aussi non hiérarchique, hein, mais au travers de toutes ces relations, comment créer les conditions pour favoriser la motivation, l'engagement des équipes dans les entreprises, et notamment dans les contextes de transformation tels que le vivent beaucoup d'organisations aujourd'hui. Ok, donc c'est assez logiquement qu'on te reçoit aujourd'hui pour parler de ce livre-là, Mm-hmm. Libérez vos points forts aux éditions Duno. Alors avant de rentrer dans le fond avec quelques questions qui vont reprendre l'ordre de l'ouvrage, parce qu'il est très bien structuré, je vais te laisser nous le présenter très brièvement dans les grandes lignes, et puis ensuite on ira en profondeur tous les deux. C'est à toi. Très bien. Alors, cet ouvrage, alors d'abord vient finalement dans la suite d'un premier livre que j'avais écrit en 2016, qui s'appelait Le manager presque parfait, qui ne cherche surtout pas à le devenir. Alors ce titre d'ailleurs, bien sûr, finalement préfigurait cette idée des points forts que j'ai voulu creuser dans le deuxième, puisque finalement le constat de départ, c'était que les managers que nous accompagnons régulièrement, on s'était rendu compte souvent que entre les bons et les moins bons, il y avait une différence qui n'était pas une différence comment dire ça, de perfection. Les meilleurs n'étaient pas nécessairement des managers parfaits, complets ou irréprochables, mais les meilleurs étaient des managers, on pourrait dire, alignés. Quand je dis alignés, c'est qu'ils finalement avaient fondé le style de management qui était le leur sur des qualités naturelles. Ils ne cherchaient pas à jouer un rôle. Au fond, ils réussissaient à être parfaitement eux-mêmes en toutes circonstances. Et c'est ça, généralement, les managers finalement qu'on a envie de suivre, qui nous donnent envie de les suivre. Ce ne sont pas forcément des managers parfaits, mais sont très certainement des managers sincères, authentiques, qui finalement voilà, sont eux-mêmes dans leur rôle de manager. Et du coup, quand j'avais écrit ce livre, et puis au travers, bien sûr, des rencontres, notamment des rencontres APM que j'ai pu faire autour de cette thématique-là, je me suis aperçu qu'au-delà de l'approche sur le management que j'apportais déjà, finalement, cette idée de travailler ses points forts que j'avais commencé à cerner au travers du management résonnait particulièrement chez les patrons ou chez les gens que je rencontrais plus généralement. Et du coup, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de creuser cette piste et d'explorer cette notion de point fort au-delà du thème du management, mais finalement dans toutes les autres circonstances de la vie, dans tous les autres univers. Donc, dans les livres, je parle bien sûr de management, mais je parle aussi finalement de développement personnel. Je parle aussi de sport, parce que c'est une passion par ailleurs. Bref, je prends beaucoup d'images. Pour moi, cette notion de point fort, au fond, elle s'applique dans plein d'endroits. Elle s'applique notamment avec nos enfants, qui, je crois, pourrait être un très, très beau sujet d'application de cette approche-là. Ok, parfait. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On entend parler en permanence des points forts. Je sais que toi, tu as une définition peut-être un petit peu différente de ce qu'est le point fort, comme on peut l'entendre habituellement. Est-ce que tu peux nous la partager, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que de manière assez courante, quand on parle point fort, souvent, les gens le définissent juste au travers de ce qu'on fait de bien. C'est-à-dire un point fort, ce serait juste quelque chose qu'on fait bien, une activité qu'on fait bien ou une partie de notre activité qu'on fait bien. Je crois que si on veut bien comprendre la notion de point fort, il faut dépasser
définition un peu superficielle. Voilà, par exemple, dans une entreprise, je dis n'importe quoi, mais un collaborateur qui parlerait bien anglais, c'est pas un point fort. C'est une compétence qu'il possède. Voilà, c'est très bien, mais ça nous apporte pas grand-chose. Un point fort, c'est autre chose. C'est vraiment une qualité personnelle, qualité, on pourrait dire intrinsèque, hein, qu'on possède et qui, lorsqu'on la met en œuvre, nous permet effectivement de réussir dans un ensemble d'activités ou de domaines d'activité. Et ce qui désigne vraiment le point fort, c'est bien ces aptitudes-là particulières, c'est bien ces ressources personnelles dont nous disposons et dont on se rend compte d'ailleurs que ceux qui nous entourent ne disposent pas forcément. Et c'est bien ça d'ailleurs qui nous définit. Et je trouve que développer ces points forts, c'est-à-dire comprendre quelles sont les ressources qu'on possède, c'est se mettre en situation de pouvoir finalement aborder beaucoup de domaines d'activité en utilisant précisément, en cherchant à utiliser le mieux possible, à exploiter le mieux possible finalement les ressources, les qualités qu'on possède, donc à utiliser finalement nos points forts. Ok, c'est très clair et je pense que ça reprend ce que tu disais par rapport au développement personnel. C'est qu'effectivement, une compétence, c'est une chose, un point fort, c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus impactant qu'une compétence qui peut se décliner, qui peut évoluer avec le temps. Peut-être pour apporter la précision et Ouais. rebondir sur ce que tu dis, mais au fond, la compétence, c'est quelque chose qu'il va falloir que je possède dans un métier X ou Y. Voilà, il va falloir que je parle anglais. Le point fort, ce serait plutôt trouver quelles qualités je possède, quelles aptitudes particulières je possède et qui pourraient me permettre d'acquérir cette compétence plus facilement. Ouais. Voilà, il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui sont extravertis, si je vais vite. Donc ça, ce sont des qualités, des points forts qu'on possède ou pas. Finalement, le vrai sujet, ce serait de se dire comment j'aide quelqu'un qui est plutôt introverti, qui a ce point fort-là, à acquérir cette compétence, en l'occurrence parler anglais. Certainement que pour l'extraverti, partir en immersion dans le pays, rencontrer des tas de gens, ce qu'il fait d'ailleurs spontanément, ce sera un très bon moyen pour lui d'acquérir la compétence. Pour un introverti, on se rendra compte que peut-être ce plan-là, ce chemin-là, partir en immersion, est peut-être pas le meilleur. C'est quelqu'un qui va rester un peu enfermé, passer 3 mois dans le pays, enfermé dans un appartement, une chambre de bonne, ça lui permettra probablement pas d'apprendre l'anglais. Avec cette définition que tu nous donnes, est-ce qu'on doit opposer du coup point faible à point fort? Et peux-tu nous donner aussi ta définition du point faible? Alors, voilà, là si on est logique et cohérent et dans la lignée de ce qu'on vient de se dire, le point faible, ça n'est pas non plus simplement un domaine dans lequel j'ai des difficultés, mais c'est bien finalement une qualité manquante, on pourrait dire une qualité que je ne possède pas en vérité, hein, et qui fait qu'effectivement dans certains domaines, je n'ai pas réussi jusqu'ici à produire les résultats attendus et que je me retrouve en difficulté. Voilà, si par exemple, je reprends mon exemple, j'étais introverti et pas extraverti, donc si la qualité qui me manquait finalement c'est l'extraversion, elle pourrait m'amener dans certaines situations de management, pour reprendre ce thème du management, à me retrouver peut-être un peu en difficulté parce que pas assez à ne pas aller assez au-devant de mon équipe, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, si on reprend cette logique-là, de la même manière, travailler son point faible, s'il s'agit de travailler le domaine dans lequel je ne suis pas encore bon, ça se défend très bien et bien entendu, on va être obligé de le faire. En revanche, le vrai sujet, là aussi, c'est que si on s'acharne à vouloir travailler ce domaine d'activité ou acquérir ses compétences en passant par le chemin du point faible, donc en essayant à tout prix d'utiliser une qualité qu'on ne possède pas, bien sûr, le résultat est souvent très, très décevant. J'allais dire, si on prenait une image très, très simple, c'est comme si pour écrire, on forçait tout le monde à utiliser la main droite. Voilà, évidemment, pour les gauchers, ce sera extrêmement compliqué et inversement, si on demandait aux droitiers d'utiliser leur main gauche. Alors, c'est exactement ce que tu abordes dans le 2e chapitre, notamment sur le mauvais réflexe de travailler ses points faibles. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Alors, je suis plus tout jeune, mais je ne suis pas encore d'une ancienne génération. Mais on demande assez souvent dans les entretiens de recrutement quels sont vos points faibles. Est-ce qu'effectivement, avec cette démarche-là, ça nous force en permanence, salariés comme collaborateurs, comme managers, à tout le temps axer sur cette notion de point faible plutôt que sur cette notion de point fort?
Est-ce que, bon, je connais ta réponse, mais du coup, pour ceux qui nous regardent, comment tu expliques qu'on soit tout le temps orienté plutôt axé vers les points faibles, à améliorer, plutôt que renforcer ses points forts? Il y a probablement plusieurs raisons à cela, mais si on en prend une qui me semble assez essentielle et que j'évoquais au début de notre discussion, c'est peut-être ce mythe de la perfection. C'est-à-dire, pour réussir, nous a-t-on expliqué depuis des années, hein, il faudrait être parfait. Il faudra avoir finalement toutes les qualités et leurs contraires en même temps. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on parlait des enfants, dans les écoles, on retrouve ça, mais plus tard, dans les entreprises, on retrouve ça, dans le fameux entretien annuel d'évaluation, par exemple. Souvent, il y a un référentiel, une sorte de modèle qui dit un manager idéal, c'est ça. Comme d'ailleurs à l'école, on va dire un élève doit posséder toutes ces aptitudes-là en maths, en français, etc., etc. Et souvent, ce mythe de la perfection, du coup, qui dit finalement, pour réussir, il faudrait être ce modèle-là idéal. Ce mythe de la perfection amène depuis très longtemps dans notre culture à toujours nous considérer au travers des écarts qui nous séparent de ce modèle. Depuis tout petit, voilà, on va mettre à ses enfants à l'école du soutien pour amener à combler les écarts. Plus tard, dans les entreprises, on va nous envoyer nous former ou nous demander de nous faire coacher précisément sur ces écarts, sur ce qu'on appelle finalement des défauts, hein, c'est souvent le terme qui est employé. Voilà, l'expression, c'est même les vilains défauts, donc c'est dire le poids culturel et presque culpabilisant qu'il y a là-dessus. Donc c'est vrai qu'on nous définit finalement depuis très vite, très tôt, depuis notre plus jeune âge, on nous définit finalement presque plus par nos défauts que par nos qualités. Et ce que j'explique effectivement dans le livre, c'est que très souvent, et ce que tu as dit sur les entretiens de recrutement est très juste, hein, très souvent les gens sont très rapides et très diserts quand il s'agit de répondre à la question de quels sont vos défauts, vos points faibles. Et très souvent, au final, ils sont un peu moins précis, un peu moins clairs pour raconter ou parler de leur qualité. D'ailleurs, souvent, dans les entretiens de recrutement, on sent qu'on est sur des trucs un peu tirés par les cheveux, parce qu'il y a même en plus une espèce de poids culturel là aussi, qui est que parler de ses qualités, ça serait immodeste et ça serait malvenu. Donc, si on résume ça, j'ai le sentiment, si tu veux, que notre culture très ambiante, alors ce mythe de la perfection et tout un tas de choses, nous a amené à finalement très vite prendre conscience de nos défauts, au point qu'on perd peut-être finalement confiance en nos qualités. Alors, tu m'offres une bonne transition sur cette notion de confiance, et je voulais aborder avec toi ce que tu appelles le mauvais doute. On en parle assez souvent, on a aussi pas mal d'expertise dans le réseau qui porte ça. Douter, c'est aussi une force et c'est important pour se repenser, évoluer, se connaître et avancer. Donc toi, tu parles bien de mauvais doute. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le mauvais doute, selon toi? Oui, alors je fais en effet cette différence entre un bon et un mauvais doute. Un mauvais doute qui serait finalement ce doute qui m'amène précisément à croire que j'ai tellement de défauts, ceux dont on est très conscient parce qu'on nous les a rabâchés, que j'ai tellement de défauts donc que je ne serais pas en mesure de réussir. Le bon doute, et je te rejoins bien sûr, ce doute-là, il est aussi essentiel dans notre vie, c'est ce doute sur tout ce qui est en dehors de moi. Douter du monde, douter de ce qui va se passer, douter de la qualité de l'adversaire que je rencontre si je fais un match de tennis, douter de ce que les autres peuvent faire. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et c'est même d'ailleurs profondément sain que d'avoir ce doute-là. Quand j'arrive à un feu rouge, au fond, le bon doute, c'est de me dire que il faut quand même que je m'assure que les gens qui vont arriver en travers vont bien s'arrêter au feu. Ça, c'est un bon doute. Le mauvais doute, ce serait celui de se dire, qui consisterait à se dire, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir freiner, je ne suis pas sûr de savoir m'arrêter, qui est un doute qui, là, serait un doute sur mes propres compétences, sur mes propres aptitudes. Celui-là est mauvais, paralysant. L'autre est au contraire, évidemment, extrêmement, extrêmement sain, hein,
Pascal disait ça, hein, disait il faut savoir douter où il faut, se soumettre où il faut et croire aussi où il faut. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu finalement un peu reprendre et essayer de dégager, bien sûr en repartant sur cette notion de doute, de points faibles et de points forts. Hein. Voilà, douter des autres, douter de mes capacités à réussir certainement, mais pas de mes qualités, qui sont ce sur quoi, au contraire, je dois profondément, sans doute, asseoir ma confiance en moi. Ok. Par rapport à cette notion du coup de bon doute, où je comprends qu'il faut considérer ce qu'il y a autour de soi, Mhm. cette manière de libérer ses points forts, est-ce que c'est un cheminement solitaire, individuel, ou est-ce que la part du collectif est plus importante qu'on peut le penser dans cette libération? Assurément, si l'on voulait voilà, adopter cette posture et se dire je vais tenter de me repositionner le plus possible sur mes qualités intrinsèques, il serait certainement extrêmement difficile de le faire seul. Pourquoi? D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, on se connaît souvent bien, on connaît souvent bien la face obscure de nos défauts, parce que les autres, je dis les autres, les profs, les enseignants, les parents, les managers, etc., ont souvent passé beaucoup de temps à nous les expliquer. On connaît moins nos points forts, et notamment aussi parce que peut-être on a croisé beaucoup moins de gens qui avaient eu cette capacité à nous dire, tiens, je te connais, je te vois travailler, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, je sens que là, tu as telle aptitude, telle qualité, ça serait intéressant qu'on bosse ensemble pour essayer de voir comment on peut développer d'abord cette qualité, et puis comment on pourrait l'utiliser, l'exploiter, la valoriser davantage dans ton job, dans les projets que l'on a ensemble. On a croisé moins de gens qui font ça, et je pense que l'introspection, c'est-à-dire se mettre tout seul pour essayer de se dire, je vais réfléchir sur moi, essayer de retrouver mes qualités, ça ne va pas nous mener bien loin. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres. Je rappelle juste un truc ici, mais souvent on parle de... Il y a des experts qui en parlent très bien d'ailleurs, hein, de besoin de reconnaissance. Comme s'il y avait derrière ça aussi quelque chose du domaine un peu de l'enfant gâté, qui aime bien qu'on l'aime, qu'elle aime bien qu'on le valorise. Mais il y a autre chose. La reconnaissance, c'est un mot extrêmement intéressant. L'heureux de reconnaissance, ce n'est pas l'heureux de recommencer, de remariage ou de reprendre un verre, c'est l'heureux du reflet, du miroir. C'est pourquoi on a besoin de reconnaissance, parce qu'au fond, la connaissance, c'est ce que nous savons sur le monde. La reconnaissance, c'est ce que le monde peut nous apprendre sur nous-mêmes. Oui. Et ce besoin de reconnaissance, il est particulièrement intéressant, important, dans le cadre de ce débat qu'on a là sur les points forts, parce qu'en fait, j'ai besoin du regard des autres pour mieux savoir alors qui je suis de manière générale, mais surtout, quelles sont mes qualités, qu'est-ce qu'on me reconnaît comme aptitude, et du coup, m'aider, bien évidemment, à les travailler, parce que le regard des autres va être aussi ce dans quoi je vais pouvoir me développer. C'est-à-dire que si je suis encouragé sur mes points forts, si je suis valorisé sur mes talents, bref, si je suis reconnu chaque fois que je fais des choses qui correspondent à ce que je suis profondément, bah, petit à petit, je vais alors gagner confiance dans ces qualités, puis évidemment de mieux en mieux les connaître. Alors, je donne peut-être juste une anecdote là-dessus, elle est une illustration en tout cas, tennistique, mais l'oncle de Rafael Nadal, Tony Nadal, qui l'entraîne depuis qu'il est tout gamin, hein, a une espèce de réflexe permanent, depuis qu'il entraîne son neveu, qui est qu'à à la fin de chaque séance d'entraînement, à la fin de chaque match, il y a un débriefing. Ça, ce n'est pas très original parce qu'on le trouve dans beaucoup de sports, mais il a une originalité, ce débriefing. C'est qu'il porte toujours sur la même question, qui est, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ce match? En quoi, d'ailleurs, ce match nous redit ou nous rappelle les qualités sur lesquelles il faut que tu t'appuies pour gagner? Et s'il y a d'ailleurs un échec, la bonne question posée par Tony Nadal, c'est en quoi cet échec nous apprend-il des choses sur ce qu'il passe quand on travaille un peu moins ses points forts. Voilà, une croyance forte derrière pour eux, qui est qu'on n'échoue pas à cause de nos points faibles, mais qu'on échoue toujours à cause finalement de points forts qui ont été insuffisamment travaillés ou qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre, ou peut-être d'ailleurs que l'adversaire a réussi à rendre moins performant. Deux petites questions par rapport à ça, justement, l'exemple de Rafael Nadal. Est-ce que tu ne crois pas que ça a été aussi possible de travailler comme ça, d'une,
parce que Tony Nadal est un ancien sportif de haut niveau, donc il a aussi peut-être transposé un peu les manquements qu'il a eus, ou alors il a capitalisé sur les points positifs qu'il avait vécus. Et deuxièmement, le fait de leur filiation, est-ce que ça n'a pas aussi permis d'instaurer un climat peut-être un petit peu plus confiant, un petit peu plus aussi facile dans la discussion et dans le côté où on se parle de nos points forts sans penser que c'est un petit peu un discours de façade, mais que c'est vraiment ressenti parce qu'on se connaît. Est-ce que tu penses que ça a joué dans le succès, en tout cas? Alors, son parcours de sportif, oui, certainement, parce qu'il a dû se mettre à la place de ce que vivait son neveu. Mais je crois que le point essentiel, c'est celui que tu soulignes en parlant de leur rapport de famille. C'est intéressant chez les Nadal de voir que ce rapport-là leur a permis d'instaurer avec Raphaël une logique de reconnaissance, je réutilise le terme ici, mais de reconnaissance au fond existentielle et inconditionnelle. Quand je dis ça, je dis finalement, Nadal, il sait que quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il gagne ou qu'il perde, qu'il soit blessé, plus blessé, qu'il joue, ou que, comme en ce moment, il ne puisse plus jouer, de toute façon, il existe toujours dans les yeux des gens qui l'entourent, notamment dans les yeux de Tony, parce qu'au fond, il n'existe pas seulement en tant que champion qui gagne des matchs et qui est numéro 1 mondial, mais il existe en tant que, justement, neveu. Et ça, je crois que ça confère à Nadal une force assez incroyable. C'est-à-dire, finalement, les observateurs peuvent de temps en temps dire Nadal joue sa vie sur chaque point, mais précisément, ce que dit Raphaël Nadal, c'est « je ne joue pas ma vie ». Ma vie, elle est dans le regard de mon oncle, d'ailleurs mon père, ma mère, sa sœur, sa fiancée, etc., qui sont depuis toujours autour de lui et qui finalement le regardent avec ce regard extrêmement bienveillant, j'allais dire d'amour inconditionnel. Et ça lui donne une force incroyable qui fait justement que quand il tape une balle, c'est pas sa vie qui est en jeu dans cette balle-là, c'est juste un jeu. Voilà, il joue au tennis, ça lui permet d'être au fond vachement plus relâché sans doute que s'il avait la pression de se dire les gens m'aiment parce que je suis un champion qui gagne. Alors, encore une fois, c'est une bonne transition parce que du coup, je me dis, par rapport à ce que tu fais dans ton quotidien, et c'est bien précisé sur la 4e de couvre, tu renforces l'efficacité relationnelle à travers tes actions dans ton cabinet. Avant de libérer ses points forts avec son manager, avec des collaborateurs, il faut bien évidemment, je pense, travailler cette relation. La faire partir sur de bonnes bases. Oui, c'est ce dont tu parles, c'est une espèce de socle relationnel, alors dont d'ailleurs l'une des composantes majeures sans doute, c'est cette capacité à s'intéresser aux autres, donc cette reconnaissance dont on parlait à l'instant, qui probablement au démarrage d'ailleurs doit se jouer un peu comme on le disait du clan Nadal, doit se jouer de manière existentielle, inconditionnelle, c'est-à-dire je m'intéresse à l'autre pour ce qu'il est, je m'intéresse à l'autre sur ce qui l'intéresse, j'apporte au fond une espèce d'écoute quoi qu'il arrive. Voilà, et je pense que plus ce socle se consolide, plus d'ailleurs on pourrait dire ça autrement, on utilise souvent l'image du pont, c'est-à-dire on pourrait dire finalement moi et la personne qui est en face de moi, nous sommes presque sur deux falaises, l'abîme au milieu étant celui de nos différences, on n'est pas fait pareil, on n'est pas câblé pareil, on n'a pas les mêmes points forts, on n'a pas les mêmes talents, et au fond le travail de constitution du socle, c'est un peu ce travail de construction d'un pont au-dessus de cet abîme. Et plus ce pont d'ailleurs va être solide, plus probablement la personne qui est en face de moi, mon interlocuteur, va m'autoriser à venir sur son terrain, pourrait-on dire, de son côté sur cette falaise. Donc, va m'autoriser peut-être sans doute à le comprendre un peu mieux et puis peut-être à s'ouvrir davantage et m'autoriser peut-être à aller lui dire ses points forts. Et ce qu'on peut souligner là-dessus d'ailleurs, c'est qu'au fond, si on a besoin de prendre le temps de construire ce socle, c'est aussi probablement parce que depuis tout petit, nous avons été habitués à ce que les managers, je mets des guillemets autour parce que ces managers, c'est encore une fois des parents, des profs, etc., ont souvent voulu venir sur nous, vers nous, mais ils sont souvent venus avec
ces reproches, alors ce n'est pas formulé comme ça, mais sont souvent venus pour nous raconter nos points faibles, nos défauts, nos lacunes, nos manques, nos carences, etc. Et donc, probablement qu'on est aujourd'hui obligé d'avoir cette espèce de logique d'apprivoisement, parce que les gens ont un peu peur de se dire, voilà, mon manager qui me reçoit pour mon entretien annuel, ça fait 2 mois que je suis dans cette entreprise. Finalement, je ne suis pas hyper motivé pour y aller parce que je sens qu'il va encore m'expliquer tous les défauts que j'ai, que je connais par cœur d'ailleurs, et il va toujours venir en disant il faut que tu prennes conscience qu'il faudrait que tu t'améliores là-dessus. Et au fond, on peut avoir des gens qui, d'entrée de jeu, se ferment un peu en craignant que cette relation, elle soit à nouveau une relation dans laquelle je vais devoir reconnaître un peu avec un mea culpa lourd de sens, reconnaître tout ce que je ne sais pas faire, tous mes défauts, toutes mes carences. Et donc, je pense que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'un management qui serait plutôt axé sur la libération des points forts, c'est plutôt un management finalement qui va créer une relation dans laquelle là aussi on va faciliter grandement les choses. Parce que quand je viens voir quelqu'un pour lui dire voilà, ce n'est pas tes défauts qui m'intéressent, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit ensemble quelles sont tes qualités, comment les exploiter, comment les consolider, comment les travailler dans telle et telle situation. On a des gens qui, pour le coup, se détendent, hein, et souvent d'ailleurs se disent en fait c'est la première fois qu'on me dit les choses comme ça, et forcément la promesse est plutôt motivante. Tu nous permets de faire des petits clins d'œil. On pense à Blanche de Richemont qui est venue récemment, un petit moment dans la librairie pour nous parler des amours inconditionnels. Oui. C'est intéressant justement parce que à partir de là, une fois qu'on a ça et qu'on vit ça, on peut se permettre d'avoir des relations beaucoup plus saines et constructives. Et puis peut-être aussi faire un petit clin d'œil à Laurent Chambertin sur l'intelligence collective et l'écoute de l'autre. Et Jackie Glatre, bien connu aussi du réseau, qui parlait du management par la confiance. Et donc cette confiance, elle s'acquiert aussi avec le temps. Et il faut faire en sorte que ce soit une réelle confiance pour pouvoir avancer. Le temps file un petit peu, donc on va passer sur 2 dernières questions. Il y en a une, donc on ne va pas trop en dévoiler, mais j'invite les gens à le lire. Mais est-ce que tu peux nous donner 2-3 outils très concrets de cette libération des points forts? Est-ce que tu peux nous donner 2 clés? Et ma deuxième question, j'anticipe, comme ça je te laisserai dérouler. Finalement, quand on t'entend, quand on voit que ça s'adresse à des managers, donc on pense entreprise, on pense performance. On libère les points forts dans une logique de performance. Mais j'imagine qu'il y a bien autre chose que de la performance dans l'idée de libérer ces points forts. Donc, est-ce que tu peux nous répondre à ces 2 questions, s'il te plaît, pour nous indiquer un petit peu plus en détail comment on doit procéder? Écoute, avec grand plaisir. La première question, elle est relativement, donc on pourrait dire technique. Voilà, je l'illustrerai peut-être, ou je la déclinerai en 2 points. Le premier serait probablement d'accepter. Alors, elle est à 2 niveaux parce qu'elle pourrait elle pourrait s'appliquer à s'adresser à des managers, on pourrait dire, puis s'adresser à un collaborateur lui-même. Hein. C'est de sortir de cette idée préconçue que pour réussir dans un domaine ou pour atteindre un objectif, il n'y aurait qu'un seul chemin possible. Voilà, en l'occurrence, je trouve très intéressant dans un briefing, par exemple, hein, si on est très concret. Donc, on a aidé quelqu'un à se préparer sur un enjeu, une situation particulière. Il est intéressant là d'être capable de se dire je suis le manager, je dois l'accompagner, ou je suis le coach, ou si j'étais tout seul à préparer cette situation, que d'être capable d'envisager finalement les différents plans possibles, et notamment bien sûr d'essayer de trouver le plan qui va le plus possible me mettre sur un terrain sur lequel mes qualités vont se révéler pertinentes ou utiles. Voilà, on a, je crois, un peu cette croyance qu'il n'y a toujours qu'un seul plan, et il faut l'appliquer d'ailleurs, parce que parfois, c'est le plan du manager avec les qualités qu'il a lui, et pas toujours le plan du collaborateur avec les qualités peut-être différentes. Donc ça, c'est un premier point. Puis il y a un deuxième point qui me semble important, mais j'en ai déjà peut-être un peu parlé tout à l'heure en disant quelques mots de l'illustration Nadal, hein. Mais ce serait plutôt pour le coup le débriefing. Et cette capacité à se poser toujours cette même question dans le débriefing, qui est plutôt que de se jeter toujours sur l'explication d'un échec par les points faibles, d'avoir ce réflexe de se dire est-ce que dans cette situation qu'on vient de vivre et dans laquelle donc j'ai échoué, est-ce que finalement j'ai pu
mettre en œuvre les points forts comme je les mets d'habitude en œuvre. Et très souvent, on s'aperçoit que la réponse à cette question, c'est ben non, en fait, je n'ai pas forcément pu les déployer, ces qualités, comme je le fais d'habitude. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, finalement, comme j'ai été moins fort sur mes points forts, mes points faibles se sont mis à devenir rédhibitoires. Mais ce serait une erreur, bien sûr, que de tout miser sur la correction de ces fameux points faibles. Mieux vaudrait, encore une fois, se dire du coup, comment je continue, ou comment je me recentre, ou comment je réexploite à nouveau mes qualités intrinsèques. Voilà. Puis pour répondre à ta deuxième question, mais qui va dans la continuité, bien sûr, je dirais que les points forts, bien sûr, voilà, le tout premier niveau, ce serait de se dire on est plus fort sur ces points forts, donc c'est un sujet très opérationnel, hein, de performance, comme tu l'as dit. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Hein. On en a déjà un peu parlé, mais il y a une problématique derrière, ou en tout cas un bénéfice en termes de motivation et de confiance. Utiliser ces points forts, c'est faire ce qu'on aime. C'est du coup aussi faire ce dans quoi on se sent bien et en confiance. Donc, en termes de motivation, et on voit que c'est une problématique aujourd'hui dans les entreprises, si on utilisait davantage les points forts des gens, on aurait un peu moins à se poser de questions pour essayer de mettre en place tout un tas de choses pour les motiver autour. Hein. D'ailleurs, ça jouerait sur leur motivation intrinsèque, hein, le plaisir à faire les choses parce que j'aime les faire comme ça. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un sujet de motivation, un bénéfice de motivation. Puis il y a un deuxième bénéfice derrière, encore plus grand, je crois, qui est un bénéfice probablement quasiment de sens. Quand je dis de sens, voilà, je crois que c'est Aristote hein, qui disait ça, mais là où les besoins du monde rencontrent mes qualités, là est la vocation. Mais je trouve que dans les points forts, il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire développer ces points forts, c'est aussi se reconnecter à des choses qui nous donnent une valeur, ou en tout cas le sentiment d'avoir une valeur particulière, d'avoir quelque chose à apporter au monde commun. C'est Hannah Arendt qui dit ça en parlant de sens. Je trouve d'ailleurs cette définition extrêmement puissante. Hannah Arendt te dit finalement un engagement a du sens lorsqu'il me permet d'apporter une part de moi au monde commun. Et cette part de moi, je crois, ça pourrait être les points forts, les qualités dont je suis fier et dont je me dis en fait cette qualité-là, bien sûr, elle sert les résultats, bien sûr, j'y trouve du plaisir, de la motivation, de la confiance, mais en plus, je suis sûr qu'au-delà de ça, ça pourrait contribuer à améliorer le monde. Alors le monde, soyons modestes, hein, ce n'est pas forcément le monde entier et l'univers, mais peut-être au moins mon petit monde, hein, ma famille, mon entreprise, le projet sur lequel je suis, et ainsi de suite. Merci beaucoup Antoine. Merci, c'était très clair. Avec plaisir Romain. Et puis je vous invite à le lire, ne serait-ce que pour les outils, mais aussi pour toutes les citations qu'il y a dedans. Et notamment le poème de Rudyard Kipling. Et en termes de confiance et d'envie d'élever, je pense que beaucoup le connaissent et c'est parlant. Et il y a tout un tas de citations. Et si on avait eu beaucoup plus de temps, on aurait pu en parler parce que je trouve que c'est toujours bien d'étoffer des apports très théoriques, très outillants avec des espèces de pensées qu'on pourrait associer à vraiment quelque chose de plus méta. Je trouve qu'en fait, c'est bien quand on arrive à faire se rejoindre la pensée et l'action. Et ça, c'en est un exemple. Et c'est aussi pour ça, effectivement, qu'on n'est pas forcément que dans la performance, mais aussi dans le sens. Donc, merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, Romain. À bientôt, dans d'autres circonstances probablement. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt dans une prochaine librairie. Merci. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.